Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Un calendrier des élections législatives jugé trop serré, c'est l'avis de plusieurs partis d'opposition en Côte d'Ivoire. Ces derniers demandent la prolongation du délai de dépôt de candidature, alors que la date butoir est fixée à ce mercredi 20 janvier pour des scrutins prévus en mars. Accélérer la diversification de l'économie, c'est l'ambition du Gabon. Un plan de 3 ans vient d'être mis en place par le gouvernement. Objectif, repenser le modèle social du pays pour assurer la transition vers l'après-pétrole. Et les importations de biens au Sénégal ont connu une hausse de plus de 30%, un accroissement qui se chiffre à 89,3 milliards de francs CFA, imputable notamment au renforcement des achats à l'étranger des produits pétroliers. Mais tout d'abord, en Centrafrique, la coalition de l'opposition réunie au sein de la CODE 2020 refuse de reconnaître la réélection du président Faustin Archange-Touadéra, pourtant validée le 18 janvier par la Cour constitutionnelle. Cette réélection, dès le premier tour avec 53,16% des suffrages, est très contestée par l'opposition qui réclame son annulation, car 65% du corps électoral n'a pas pu se rendre aux urnes pour les élections présidentielles et législatives du 27 décembre 2020 à cause de l'offensive rebelle. Dans un communiqué publié ce mardi, les leaders de la CODE 2020 ont dénoncé une mascarade. Notons que l'opposition centrafricaine a épuisé tous les recours légaux possibles pour contester cette réélection sans obtenir gain de cause. En Côte d'Ivoire, le dépôt des candidatures en vue des élections législatives du 6 mars prend fin ce mercredi 20 janvier. Un délai jugé trop court par les partis d'opposition qui se sont engagés dans des candidatures uniques afin de maximiser leurs chances face aux candidats de la coalition au pouvoir. Mais l'exercice s'avère être plus difficile que prévu. Plus de détails avec Graziella Chakunte. Le délai imparti est trop court. En Côte d'Ivoire, l'opposition juge le calendrier des élections législatives trop serré, une déclaration qui intervient à quelques heures de la fin du dépôt de candidature fixé à ce mercredi 20 janvier à 18h. Selon le chronogramme de la commission électorale indépendante, la liste définitive doit être transmise le 1er février au Conseil constitutionnel. La campagne électorale, quant à elle, se déroulera du 26 février au 4 mars. Se conformer au chronogramme établi va être difficile parce que nous sommes sortis du dialogue politique et au lendemain, on espérait souffler un peu lorsqu'ils ont lancé le chronogramme. Ce chronogramme est difficile à appliquer parce que les années passées, 2016-2018, on a eu environ 80 jours pour préparer les élections, alors que cette fois-ci, nous avons une vingtaine de jours. Il aurait été intéressant, dans le cadre du dialogue politique, qu'il repousse la date de quelques jours. Compte tenu de cette réalité, l'opposition propose 2 scénarios, un report de quelques jours du scrutin ou la prolongation du délai de dépôt des dossiers de candidature. Il faut dire que pour maximiser leurs chances, les partis d'opposition doivent faire front commun et s'entendre sur des candidatures uniques, mais pour l'instant, les sons de cloche divergent. Déclarons-nous ne pas être concernés, et nous le réaffirmons haut et fort, par ces législatives faussées d'avance, imposées par Alassane Ouattara, car nous savons tous que, comme cela a été lors des précédents scrutins, la fraude sera à l'ordre du jour. Pour l'heure, la commission électorale ivoirienne campe sur ses positions. Les demandes de report du scrutin ont été rejetées. Notons qu'une nouvelle disposition exige que 30% des candidats présentés par les partis pour ces élections législatives soient des femmes. À noter également que le scrutin sera marqué par la participation après 10 ans d'absence du FPI Gbagbo, les pro-Gbagbo qui espèrent un retour en grâce dans leurs anciens fiefs. Également dans l'actualité, au Soudan, le procès de l'ancien président Omar El-Béchir et de ses 27 co-accusés a repris ce mardi. Tous comparaissaient pour prise de pouvoir par un coup d'État perpétré en 1989
qui avait emmené Omar el-Béchir au pouvoir et atteinte à l'ordre constitutionnel. Notons que les audiences de ce procès avaient été suspendues il y a 2 semaines suite à la démission d'un juge pour des raisons de santé et à une requête de la défense qui réclamait une prescription de la peine. Rappelons enfin que l'ex-chef de l'État Omar el-Béchir est aux mains de la justice soudanaise depuis son renversement populaire le 11 avril 2019, après près de 3 décennies au pouvoir. La transition vers l'après-pétrole est en marche au Gabon. Le gouvernement a récemment lancé un plan d'accélération de la transformation 2021-2023 en repensant le modèle social du pays. Le but, faire baisser le poids du pétrole dans le produit intérieur brut gabonais. L'objectif est de le faire passer de 33% actuellement à 20% d'ici 2025. Un sujet de Philomène Tiné. Le Gabon a adopté un plan triennal 2021-2023 pour accélérer la diversification de son économie. Une stratégie qui vise d'ici 2025 à faire passer la part du pétrole en dessous de 20% du produit intérieur brut contre 33% actuellement. Plus de 50% de la consommation alimentaire du pays doit être produite localement et le nombre de personnes vivant sous le seuil de la pauvreté devrait être abaissé à moins 25% de la population. Il faut accélérer la transformation de notre économie pour la rendre moins dépendante de la fluctuation des cours internationaux et des matières premières, plus inclusive, davantage créatrice d'emplois afin de mieux partager les richesses et mieux apte à saisir les opportunités offertes. Selon le gouvernement gabonais, l'atteinte des objectifs du plan d'accélération de la transformation 2021-2023 passera par la réduction de la production pétrolière ainsi que la diversification de la filière hydrocarbures et de l'économie. Le Gabon devrait également miser sur l'accélération de l'exploitation de ses autres ressources naturelles et de sa filière bois, entre autres. L'objectif du Gabon, c'est effectivement sortir de ces économies rentières et essayer de trouver des solutions adéquates afin de développer une croissance qui soit diversifiée, afin de tirer la croissance dans d'autres secteurs de l'économie. Je pense que c'est une bonne chose et aussi le développement de certaines économies locales qui va permettre de développer la consommation locale dans le pays et générer un revenu et une croissance tirée par les acteurs locaux. Selon les prévisions du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, l'activité économique au Gabon devrait se contracté de 2% à 2,4% en 2020. Mais avec une économie dépendante de ses ressources naturelles, le gouvernement du Gabon envisage poser les maillons d'une économie moderne, diversifiée par de nouveaux moteurs de croissance. Au Sénégal, les importations ont connu une hausse considérable. En novembre 2020, un accroissement de 30,9% a été relevé, soit plus de 89 milliards de francs CFA pour la direction de la prévision des études économiques. Cette situation est due à la progression des importations de produits pétroliers. Plus de détails avec Samantha Sabubanga. Au Sénégal, au mois de novembre 2020, les importations de biens ont connu une hausse de 30,9%, soit 89,3 milliards de francs CFA. La direction des prévisions et des études économiques affirme que cette situation est imputable notamment au renforcement des achats à l'étranger de produits pétroliers, de machines, appareils et moteurs, de véhicules, matériel de transport et de pièces détachées, de produits pharmaceutiques et de produits alimentaires. Cette progression des importations des produits pétroliers est essentiellement liée à l'accroissement de la valeur des achats des huiles brutes de pétrole, plus 26,5 milliards de francs CFA. Les produits raffinés de pétrole ont également progressé de 3,6 milliards de francs CFA. Il faudrait que l'économie soit plus orientée vers plus d'industrie, plus d'entreprises. Mais c'est une révolution, c'est une révolution qu'il faut, parce que dans nos pays, on s'enorgueillit lorsque la douane vous annonce qu'elle a fait tant de millions, tant de milliards de chiffre d'affaires. C'est quoi l'argent que fait la douane? C'est sur les importations. Donc voilà, on s'enorgueillit que la douane réussisse à faire des tas d'excellentes recettes sur les importations. Bien qu'amoindri par les acquisitions de blé, moins 2,9 milliards, et de maïs, moins 1,4
milliards, la hausse des importations des produits alimentaires est principalement justifiée par l'accroissement des achats à l'extérieur de riz, plus 8,1 milliards de francs CFA, et de fruits et légumes, plus 2,7 milliards de francs CFA. Donc, il prouve qu'on est une économie qui est extrêmement extravertie, qui est toujours tournée vers l'extérieur. Nous faisons venir des produits chez nous. Et il faudrait toute une révolution, toute une reconstruction de la mentalité politique, de la mentalité économique pour nous permettre maintenant à nous-mêmes de fournir, de fabriquer, de produire des produits finis pour nos propres populations et puis après aller chercher les marchés extérieurs. Mais ça, c'est une autre histoire. En effet, malgré cette hausse, les importations du mois d'octobre qui étaient de 289,4 milliards de francs CFA étaient bien plus élevées que celles de novembre. S'assurer de l'émancipation des femmes dans le Sahel est essentiel puisqu'elles représentent plus de la moitié de la population totale de cette région. C'est dans ce contexte que la deuxième phase du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, SWED, a été lancée. Plus de 15 milliards de francs CFA sur 3 ans seront alloués au Mali à cet effet. Les explications de Aïssa Toubari. Dans le cadre du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, SWED, dans sa phase 2, le Mali va recevoir une enveloppe de 15,2 milliards de francs CFA. Cette phase 2, qui couvre la période de 2021 à 2024, mettra davantage l'accent sur le renforcement des cadres juridiques qui soutiennent les droits des femmes à la santé et à l'éducation. Ce projet mis en œuvre depuis 5 ans vise à assurer la transition démographique au Mali. Cette deuxième phase permettra aux femmes, qui représentent une proportion majoritaire de la population, d'être suffisamment accompagnées afin de jouer pleinement leur rôle dans le développement du pays. La phase 1 du projet a été couronnée de succès selon les autorités maliennes. 8100 adolescentes ont été formées sur la santé reproductive des jeunes et l'encadrement de plus de 4100 hommes pour la promotion de la masculinité positive. Le projet a également contribué à l'augmentation de 8% de l'effectif national des sages-femmes en activité et de 17% de l'effectif des sages-femmes dans les zones d'intervention de SWED. Lorsque nous regardons la première phase de ce projet, nous constatons que 11 094 femmes ont bénéficié des formations, 52 502 filles ont été scolarisées et 4 300 activités économiques ont été financées. Mais malheureusement, lorsque nous faisons une évaluation objective des différents financements dans la première phase du projet, nous nous rendons compte que la crise sécuritaire que le Mali connaît depuis 2012 a fortement impacté les activités du projet. En juin 2020, la Banque mondiale avait d'ailleurs approuvé un décaissement d'un montant total de 376 millions de dollars au compte de la phase 2 du projet, portant son investissement global à 680 millions de dollars. Le SWED œuvre à accélérer la transition démographique et réduire les inégalités de genre. Le Bénin a été relativement peu touché par la Covid-19 comparativement au reste du monde, avec quelques 3400 cas recensés et 46 décès. Mais pas question de relâcher les efforts entrepris. Tous les moyens sont bons pour que la population maintienne les gestes barrières. Les artistes ont donc décidé de sensibiliser la population par le biais d'une initiative. Celle-ci s'appelle Spécial Boulevard Covid-19. Reportage de notre correspondant Lev Sionou. Une cinquantaine d'artistes contemporains béninois œuvrent pour la lutte contre la propagation de la Covid-19. Dans le cadre d'une exposition collective dénommée Spécial Boulevard Covid-19, ils ont sensibilisé la population sur la nécessité de continuer à observer les gestes barrières. Le carrefour Sainte-Cécile de Cotonou brille aux couleurs de plusieurs œuvres d'art plastique. Les artistes plasticiens, performeurs et installateurs Eric Doudou et Prince Tofa ont sublimé le public à travers leurs performances artistiques. Eric Doudou a démontré que le monde demeure l'esclave de la Covid-19 et Prince Tofa a effectué le balayage du coronavirus. Si tu veux aller sur ton lieu de travail, tu dois mettre le masque. Tu dois laver les mains. Tu viens de te laver, mais tu descends quelque part, tu laves les mains. C'est une forme d'esclavage. Tu n'as pas envie de le faire, mais tu le fais. Que tu le veuilles ou non, le monde aujourd'hui est esclave du Covid-19. Moi et les artistes et toute la population de Sainte-Cécile, les enfants comme les femmes et tout, on a fait une performance pour chasser le coronavirus de chez nous. Dans l'univers artistique, de nombreux artistes plasticiens voient pour bientôt la fin du coronavirus dans le monde. Pour l'artiste Maoussi,
Sa performance et son installation évoquent la marche éphémère du coronavirus. On est là quand cette maladie est venue, coronavirus, et on serait là par les gestes barrières et que cette maladie va encore partir. J'exhorte la population, à partir de maintenant, jusqu'aux jours à venir pendant environ 3 semaines, de suivre les travaux de leurs contemporains béninois qui sont sublimes. Spécial Boulevard Covid-19 est une exposition itinérante. Après Cotonou, des répliques d'œuvres seront installées dans les villes de Porto Novo, d'Abomey et de Parakou. A noter qu'à la date du 12 janvier 2021, le Bénin compte 122 cas actifs pour un total de 3 413 cas confirmés, dont 3 245 guéris et 46 décès liés à la Covid-19. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.